à cette initiative des Amis de la Liberté. Donc c'est un colloque sur la Révolution d'octobre 1917. Nous avons plusieurs personnalités qui vont donc nous exposer différents thèmes. Il va y avoir Jean Robelin, le premier qui va prendre la parole, professeur émérite en philosophie de l'Université de Nice, qui va nous présenter communisme et capitalisme d'État. Ensuite, Michel Dreyfus, historien, directeur de recherche émérite du CNRS, de la Révolution d'octobre au socialisme dans un seul pays. Et ensuite, il y aura le déjeuner. À 14 h, nous prendrons donc notre colloque avec Robert Charvin, que tout le monde connaît dans le département, juriste et politologue, professeur émérite de l'Université de Nice, sur l'antisoviétisme. Ensuite, Bruno, j'ai peut-être quelques difficultés à prononcer le nom, Drewski, historien, maître de conférence à l'INALCO, donc qui abordera octobre 1917, une révolution ne meurt jamais vraiment, quel impact durable. Voilà donc, je ne vais pas donner les grandes lignes, puisque nous avons nos conférenciers. Jean, c'est... Merci. Et d'abord, remercions les Amis de la Liberté d'avoir organisé effectivement une initiative sur la Révolution d'octobre qui soit une initiative visant à lui rendre sa véritable historicité en évitant tous les panégyriques et encore plus les légendes noires qui ont tourné autour de cet événement dont on ne peut nier le caractère totalement inédit à bien des égards. D'abord parce que, bien sûr, la brièveté de la Commune de Paris ne lui a pas permis d'entamer la construction d'un nouveau type de société. Donc, de se constituer en expérience historique, disons, durable. En plus, inédit parce que octobre a lieu dans le pays le moins développé du capitalisme. Nos collègues historiens sont mieux placés que moi pour en parler, mais donc non pas totalement désindustrialisés, comme on dit quelquefois, mais ne possédant, disons, que des îlots concentrés, très concentrés de capitalisme. C'est ce qui a fait dire à Gramsci qu'il s'agissait d'une révolution contre le capital de Marx. Vous savez, la fameuse phrase de la préface où Marx dit que le pays le plus avancé montre aux autres leur propre histoire. Là, apparemment, c'était pratiquement le pays le moins avancé des pays entrés dans le capitalisme qui entrait dans une nouvelle ère historique. Une révolution faite dans les boucheries de la guerre de 14, ce qu'il ne faut pas oublier, quand apparemment l'humanité n'a vraiment plus rien à perdre à sortir d'un système social qui a débouché sur la première hécatombe industrielle des civilisations. Et donc une révolution qui ne pouvait se comprendre que, je dirais, comme le premier acte, en un sens quasi désespéré, d'une révolution qui se voulait mondiale. Quand les bolcheviks prennent le pouvoir, en plus, il ne faut pas oublier qu'il n'y a quasiment rien pour guider pratiquement leur action dans l'édification d'une nouvelle société. L'héritage théorique est contradictoire et, à bien des égards, sans valeur pratique. Marx, par exemple, n'a que peu développé, contrairement à ce qu'on croit, sa pensée du communisme. Il n'y a que quelques pages dans le Capital. Bon, on pourrait citer les textes de l'idéologie allemande, mais ils étaient inconnus à l'époque. Hein, l'idéologie allemande n'est pas publiée. Bon. Et en plus, Marx a lui-même dit qu'il laissait au mouvement pratique le soin de résoudre ses problèmes. Bon. Il a même eu une phrase extraordinaire
dans la conjoncture d'aujourd'hui, en parlant d'un politicien de droite de l'époque, il a dit « il a un programme, donc il est réactionnaire ». Aujourd'hui, on est habitué à voir toutes sortes de politiciens sans programme, mais bon, vous voyez le décalage historique ici. Bon. Mais toujours est-il que donc, on peut évidemment s'appuyer sur le manifeste pour tirer en somme l'image de ce qui va devenir la vulgate du socialisme, une nationalisation, en particulier des banques, plan, et quelque chose, pouvoir des travailleurs, sur lequel Marx n'a jamais totalement insisté pour la bonne et simple raison que ce qu'il visait lui, c'était le dépérissement et de l'État et de la politique dans le communisme. Mais on oublie aussi généralement que les mesures du manifeste, c'est des mesures immédiates, qu'on trouve par exemple dans le programme de la Ligue des communistes, vous voyez, qui est rédigé d'ailleurs par les mêmes, à peu près en même temps que le manifeste. Donc ce sont des mesures à mettre en œuvre effectivement immédiatement, mais qui ne visent pas à résoudre tous les problèmes, contrairement à ce qu'on a pu faire dire ensuite au manifeste, vous voyez, à résoudre tous les problèmes de l'édification d'une société communiste. Bon. Et ce qu'il a nommé dictature du prolétariat était une phase éminemment transitoire, et à ma connaissance, l'expression d'ailleurs se trouve seulement une dizaine de fois chez Marx. Bon. Et dans des sens divergents, voyez, donc dont il est très difficile de tirer ce qui va devenir la vulgate. Et cette image, en somme, semble confortée par l'histoire alors du capitalisme tel que l'a décrit le Capital, c'est-à-dire un capitalisme qui concentre les forces productives, les outils comme d'ailleurs les travailleurs, dans la grande industrie, avec une formation de monopole qui provoque, comme dit Marx, l'immixtion de l'État, si bien que, effectivement, si on suit cette vision qu'on trouve en particulier dans le livre 1 du Capital, on peut en tirer l'idée que le capitalisme d'État sera l'antichambre, si vous voulez, du communisme. Mais Marx, par exemple, n'a jamais thématisé un plan général a priori. L'expression plan se trouve bien dans le Capital, il est bien question du plan, mais dans un sens qui n'est jamais précisé, qui en particulier ne prend jamais la figure du calcul linéaire d'ensemble, si vous voulez, qui sera celle du plan tel qu'il va sortir dans les années 30, par exemple, enfin à partir de 29, mes collègues sont plus capables d'en parler que moi. Les techniques donc, de planification, Marx s'est jamais beaucoup penché là-dessus. La seule indication qu'il donne dans Misère de la philosophie va d'ailleurs plutôt dans l'idée d'un plan en quelque sorte réseau bâti à partir de la base. Ce qui pourrait être confirmé par la guerre civile en France, où on trouve une phrase qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où le communisme est défini par les coopératives associées selon un plan commun. Alors, une phrase qui pose beaucoup de problèmes parce que la coopérative était vue dans le Capital comme simplement une sorte de figure transitoire, si vous voulez, un dépassement du capitalisme à l'intérieur du capitalisme, vous voyez bien la difficulté, et là, dans la guerre civile, c'est l'affirmation d'une figure proprement communiste. Et les textes d'Engels reconduisent les difficultés. Alors, ne faisons pas d'Engels le méchant et par exemple, l'anti-Düring, Marx l'a lu, si vraiment il avait eu des objections de fond, on en aurait la trace. Bon. Et plus, même Marx a rédigé une partie de l'anti-Düring. Bon. Donc, si vous voulez, n'opposons pas. Mais attribuons à chacun ce qui lui revient. Donc, Engels reconduit la difficulté. D'un côté, l'économie socialiste semble chez lui une économie organisée au niveau national, l'organisation devant éviter les décalages temporels cause de crise dans le capitalisme. C'est par exemple le fameux exemple des chemins de fer dans l'anti-Düring.
Donc le socialisme, un peu, c'est comme le plan, vous voyez, qui permet au train d'être à l'heure et de se coordonner. Mais dans ses lettres, Engels rappelle aussi que pour lui comme pour Marx, la gestion coopérative est un aspect indispensable, au moins dans un premier temps, de la gestion de l'économie par les producteurs. Mais Engels surtout renforce l'idée d'un capitalisme d'État comme antichambre du socialisme. L'État se constituerait comme capitalisme collectif et ce capitalisme d'État se renverserait de soi-même en socialisme. La propriété d'État, en somme, se transfigurerait en appropriation sociale sans que Engels soit explicite sur ce renversement. Dans la deuxième internationale, Kautsky renforce la vision étatiste de l'économie socialiste. L'État, par exemple, concentrera la production dans les plus grosses unités productives, selon Kautsky, quitte à appliquer d'ailleurs le travail posté les 3-8. Bon, là, je ne sais pas comment il aurait fait passer ça auprès des camarades, mais enfin, c'était quand même marqué dans ses textes. Donc le socialisme apparaît comme une économie centralisée, si vous voulez, et organisée par l'État. Or, quand les bolcheviks prennent le pouvoir, Lénine a bien conscience que rien de tout cela ne suffit. Là, ils sont au pied du mur, hein, et Lénine a bien conscience qu'on peut nationaliser n'importe quoi, ça ne fait pas du socialisme. Le renversement d'Engels ne va plus de soi. Voilà. Par exemple, au début de la Révolution, dans les œuvres complètes 26-103, les bolcheviks garderont-ils le pouvoir, ce n'est pas la confiscation des biens des capitalistes qui sera le nœud de l'affaire, écrit-il. Mais ce sera précisément dans le contrôle national universel exercé par les ouvriers sur les capitalistes et sur leurs partisans éventuels. Donc vous voyez bien, hein, l'expropriation à elle toute seule des expropriateurs, pour reprendre la fameuse formule de Marx, n'assure pas le socialisme, c'est une affaire beaucoup plus politique, la formation d'un pouvoir économique des ouvriers. Bon. Et ce pouvoir, ben, il doit être à la fois centralisé et démocratique. Alors, centralisé, pourquoi? Évidemment, c'est le modèle de l'atelier unique développé par Lénine dans l'État et la Révolution. Mais pourquoi ce modèle de l'atelier unique? Comme il dit, la transformation de tous les citoyens, travailleurs et employés, d'un grand cartel unique, à savoir l'État tout entier, et la subordination absolue de tout ce travail et de tout ce cartel à un État vraiment démocratique, à l'État des soviets, des députés, ouvriers et soldats. Bon, les deux étant nécessaires. Alors la centralisation, elle est nécessaire pour éviter la mine aux mineurs, hein, les chemins de fer aux cheminots, c'est-à-dire une pluralité de secteurs économiques fonctionnant, si vous voulez, comme des centres dispersés d'accumulation du capital, chacun de leur côté. Ce qui fait qu'on pourrait très bien avoir là un capitalisme d'État, avec des secteurs plus ou moins en concurrence d'ailleurs, hein, qui fonctionneraient chacun séparément et qui, en fait, accumuleraient du capital pour eux-mêmes, bon, sans que ça prenne une figure sociale. Voilà. Et Lénine précise que c'est ce qui distingue le communisme, par exemple, de l'anarcho-syndicalisme, qui serait donc, en fait, prisonnier, si vous voulez, d'une vision économiste retombant dans le capitalisme d'État. Donc, unité de l'appropriation. Sauf que le sujet de cette appropriation, c'est un État, mais un État tout à fait spécial, c'est celui des soviets. Considérez donc, là, Lénine redécouvre quelque chose de Marx, de la Commune de Paris, un État dépérissant. Un État qui ne se sépare plus, qui n'est plus au-dessus du peuple, essentiellement pour lui taper sur la gueule. Bon. Donc, effectivement, vous voyez, un État dépérissant, ça, Lénine a mis très longtemps
à s'en apercevoir. Hein. C'est seulement en 1916 que Boukharine lui fait réfléchir à la Commune de Paris et au texte de Marx, et que Lénine s'aperçoit que l'État doit être cet État dépérissant. Bon. Alors bien sûr, tout ça ne veut pas dire que nationalisation ou plan n'ont plus d'importance, parce que là on pourrait multiplier les textes de Lénine disant strictement le contraire. Seulement, ça ne suffit pas. Ça peut être nécessaire, mais ça ne suffit pas. Pas plus, par exemple, que Renault ou EDF nationalisés n'étaient des entreprises socialistes. Bon. Et à l'unité de la production devrait correspondre l'unité d'un réseau de distribution. C'est d'ailleurs initialement le seul rôle dévolu aux coopératives pour Lénine, qui doivent se fondre dans le programme initial, ça variera ensuite, qui doivent se fondre dans les soviets. Hein. Il le dit très nettement, 28-343, hein, aujourd'hui il faut que s'opère la fusion des coopératives avec les organes soviétiques. Bon, voilà. Donc, vous voyez, pour éviter en somme une désunion du peuple, là encore, hein, une scission qui ferait qu'il y aurait des entreprises isolées qui, chacune de leur côté, formeraient leur petit capital. L'aspect central, ici, c'est l'unité des travailleurs. Seulement, cette unité, ce n'est pas le plan qui l'apporte, contrairement à ce qui sera une image venue de l'orthodoxie. Et alors, plus tard, en particulier dans les années 21-22, Lénine, à son tour, se montre extrêmement réservé sur l'idée d'un plan général prédéterminant qui partirait d'en haut et qui assurerait, si vous voulez, la maîtrise de l'État socialiste sur la production. Chez lui, là encore, ça cède la place à la vision d'un plan qui serait beaucoup plus un réseau harmonisateur de ce qui se fait, hein, beaucoup plus qu'il ne domine la totalité de la production. C'est-à-dire que Lénine, si vous voulez, progressivement se détache de l'idée d'un plan maîtrise sur la production. Il le dit alors dans un texte de l'année 21, il est indispensable de relier tout particulièrement le plan scientifique de l'électrification au plan pratique en cours et à leur réalisation effective. C'est une chose absolument incontestable. Mais comment relier ? Pour le savoir, il faut que nos économistes, auteurs et statisticiens, au lieu de bavarder sur le plan général, se mettent à étudier minutieusement la réalisation de nos plans, nos erreurs dans le travail pratique, les moyens de les rectifier. Donc vous voyez, beaucoup plus un plan qui doit essayer de relier, d'harmoniser et de contrôler ce qui se fait que le plan maîtrise érigé par en haut et dominant la production. Très vite, d'ailleurs, cette image du plan maîtrise sera relancée, y compris par Trotsky en 1923. D'où, à travers tout ça, la tentative de Lénine de former un véritable appareil économique d'État qui serait un appareil de contrôle et de gestion. Alors, thèse là aussi qui a posé beaucoup de problèmes. Parce que cet appareil d'État, nous dit Lénine, en un sens, il existe déjà dans le capitalisme. Hein, les banques et les grandes entreprises sont capables de faire le contrôle de la production. Donc il faut leur reprendre en quelque sorte ce qu'ils sont capables de faire, hein, et former avec ça cet appareil de contrôle qui permettra de savoir exactement où on en est dans la production. Dès le début de la Révolution, 26-101, les bolcheviks garderont-ils le pouvoir? Lénine, par exemple, explique qu'il existe dans l'État contemporain un appareil très intimement lié aux banques et aux cartels, un appareil qui a accompli un vaste travail de statistique et d'enregistrement, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Cet appareil ne peut ni ne doit être brisé. Et donc, la thèse, c'est qu'on va réorganiser en quelque sorte l'État socialiste autour, vous voyez, de cet appareil économique qui devrait permettre de ne plus séparer l'économie d'un côté, la politique de l'autre, hein, mais de les fusionner. Mais toujours,
cet appareil lui-même devant se subordonner aux soviets, c'est-à-dire à cet état dépérissant que Lénine a repris donc, de la guerre civile en France. Et dont le but est, comme il dit, la fusion de la gestion et de la législation. Vous voyez, la gestion économique, la législation politique doivent finir par ne faire qu'un. Et ce, dans une activité, évidemment, de masse, celle des soviets. Ce qui, évidemment, suppose aussi que la pyramide des soviets fonctionne de bas en haut, et qu'à la base, ce soit des soviets propres à la production qui dirigent les entreprises économiques. Et c'est si vrai, d'ailleurs, que les bolcheviks ont envisagé, évidemment, ça ne se fera jamais là-dessus, bon, les circonstances s'y prêtaient vraiment pas, mais ils ont envisagé de réorganiser même les circonscriptions électorales générales autour des entreprises. Que les gens ne votent plus par circonscription locale, département, etc., enfin l'équivalent, mais à partir des lieux de production. Et que donc l'État soit complètement organisé à partir des lieux de production. Union étroite, comme dit le leader, hein, avec les professions et les unités économiques de production. Élection par usine, par districts locaux de paysans ou d'artisans. Donc étayer complètement la figure de l'État sur hein, l'organisation du travail et des travailleurs. Seulement, évidemment, là encore, ça supposait que les travailleurs puissent prendre en charge la gestion directe de leur unité productive, et pas seulement la gestion financière, mais l'organisation du travail. Hein, sa refonte, la division à la fois technique et sociale du travail, vous voyez, toutes les formes du procès de production. Bon. En finir, en somme, avec ce que Marx avait appelé la subordination directe, la subsomption réelle du travail au capital, c'est-à-dire la subordination directe du travailleur dans le procès de production. Or, évidemment, dans un pays largement illettré, avec peu d'ouvriers très qualifiés, de cadres formés, bah, cette démocratie directe est évidemment impossible. Les comités d'usine sont incapables d'organiser la production, et bien évidemment, les débuts de la Révolution sont à cet égard catastrophiques. Bon. D'où un premier repli, hein, dès le début de l'année 1918, sur le capitalisme d'État. Bon. Si le prolétariat, avec le truchement des soviets, avait organisé le contrôle et le recensement économique à l'échelle de l'État, les compromis n'auraient pas été nécessaires. Bon, Lénine le dit très clairement, 27-363, mais on n'a pas le choix, on va se mettre à l'école du capitalisme. C'est sa grande thèse. Hein, le capitalisme va au moins éduquer les travailleurs, hein, leur donner les connaissances nécessaires, le capitalisme d'État bien sûr, les connaissances nécessaires hein, à acquérir les connaissances, parce que, dit-il, nous manquons de connaissances, les connaissances nous font défaut. 27-308. Donc le compromis en question, c'est en particulier la réinstallation d'un taylorisme dans les usines qui fonctionnent encore, c'est les hauts salaires des spécialistes, donc une inégalité interne, vous voyez, aux entreprises et à la force de travail, c'est la subordination des travailleurs à la direction et la subordination du point de vue de l'appareil, de la formation de l'appareil, la subordination des comités d'usine aux syndicats chargés de défendre, si possible, les intérêts du travail. Donc, effectivement, l'élimination de fait des soviets de production, de ce qui devait être la base de l'appareil d'État.
Et bah, Lénine résume la contradiction ainsi, elle annonce les difficultés futures. Il nous faut apprendre à conjuguer l'esprit démocratique des masses laborieuses, tel qu'il se manifeste dans les meetings, impétueux, débordant, pareil à une crue printanière, avec une discipline de fer pendant le travail, avec la soumission absolue pendant le travail à la volonté d'un seul, le dirigeant soviétique. Bon, repli sur le capitalisme d'État, bon, mais comme a dit le leader, bon, là aussi ça pose problème, mais on peut vivre sans démocratie, on ne peut pas vivre sans production. Donc l'organisation et la discipline deviennent l'incarnation de la conscience politique, ce qui chez Lénine évidemment est une tendance d'autant plus pratique, si vous voulez, d'autant plus facile à suivre, que c'était évidemment l'héritage de ce qu'était la conscience politique du parti bolchevique quand il était interdit sous le tsarisme. Et que bien évidemment, ce parti était nécessairement un parti extrêmement centralisé avec une très grande subordination. C'était une organisation clandestine. Hein. Bon. Alors, le compromis, il est sensible. Il faut vous souvenir que Marx, par exemple, avait déjà indiqué que l'orientation du capitalisme, c'était finalement la productivité n'étant plus celle du travailleur individuel, mais une productivité collective. Le capitalisme possédait des tendances internes allant vers l'unification des salaires, par exemple. Et ce qui signifie, si vous voulez, que les inégalités salariales sont des modalités pratiques de domination sur la force de travail, que ce n'est pas forcément des nécessités productives, vous voyez, puisque la productivité est souvent celle, par exemple, d'équipes de travail, donc une productivité collective. Bon. Les principes du pouvoir prolétarien, Lénine là-dessus est tout à fait clair, exigent que les traitements soient ramenés au niveau d'un ouvrier moyen. Donc une élégalisation salariale, vous voyez, vers laquelle il faut tendre. Bon. Les salaires exorbitants des spécialistes, c'est donc, comme il le dit lui-même, un procédé bourgeois. Bon. Alors là, vous remarquerez qu'on est très loin de l'orthodoxie marxiste qu'on verra ensuite, qui niera catégoriquement que l'égalité salariale soit socialiste. Bon. Alors là, on pourrait multiplier les textes, y compris du génial Staline d'ailleurs. Bon, pas de chance. C'est du Vladimir. Bon. Le problème posé étant toujours celui central de l'unification de la force politique, du travail. L'unification des travailleurs. Et évidemment, ben, un aspect du capitalisme d'État, c'est de la diviser par le salaire. Alors évidemment, tout ça, ce sont des tendances à long terme, bien sûr, pas des solutions à une conjoncture immédiate. Et la conjoncture immédiate, elle ne permet certainement pas tout ça. D'où les replis, bien sûr, de Lénine. Ce qu'on a appelé le communisme de guerre, d'ailleurs, dans l'épouvantable situation de l'époque, bah, ça consistait, il faut bien le dire surtout, en réquisition et en troc de survie, ce que d'ailleurs Lénine lui-même constate, en particulier à la fin de la guerre civile, bon, en constatant d'ailleurs aussi que le prolétariat a pratiquement disparu, hein, vu que les usines se sont arrêtées. Bon. Et que donc on est dans l'étrange situation, si vous voulez, en 21, d'une dictature du prolétariat sans prolétariat véritablement actif. Hein, ce qui ne facilite pas, vous voyez, l'exercice de la dictature du prolétariat. Comme dit le leader, là, en 1921, mais qu'est-ce qu'on appelle prolétariat? C'est la classe qui travaille dans la grande industrie. Mais où est-elle, la grande industrie? Quel est donc ce prolétariat? Où est votre grande industrie? Et c'est donc dans cette situation, là encore, il faut bien le dire, économiquement désespérée, que Lénine met en œuvre le deuxième repli sur le capitalisme d'État,
celui de la NEP, de la nouvelle politique économiste, qui consiste à rouvrir un secteur privé, à pourquoi pas allouer des entreprises en concession à des firmes étrangères pour les faire redémarrer, à rétablir des mécanismes de marché, en particulier dans l'agriculture. Bon. Tout ça, évidemment, c'est du capitalisme d'État. Les entreprises ont fonctionné comme des centres autonomes d'accumulation du capital. Il faut en passer par là, et de fait, le tournant a certainement sauvé l'URSS, puisque dès 1922, on met fin à la famine, par exemple, qui en 1921 a fait des millions de morts. Mais l'analyse de Lénine est sans illusion. Le commerce libre et le capitalisme sont actuellement autorisés et se développent tout en étant soumis à la réglementation de l'État. D'autre part, les entreprises d'État passent à ce qu'on appelle l'autonomie financière, c'est-à-dire au fond, dans une grande mesure, à des principes de gestion commerciaux et capitalistes. Voilà. Donc ça, c'est un texte de décembre 21. Alors, comment penser une tendance socialiste dans ce capitalisme d'État, puisque manifestement, là encore, vous voyez, la propriété ne règle pas tout. Est-ce possible, hors du pouvoir soviétique, de la démocratie directe, l'État capitaliste collectif ne peut-il pas se détacher de la classe ouvrière, s'instaurer en quelque sorte en représentant de la société qu'il domine? Alors il est certain que Lénine a vu dans les syndicats une médiation possible entre ce capitalisme d'État collectif et la démocratie de masse. Il décrit les syndicats comme une avant-garde, après avoir affirmé d'ailleurs que leur étatisation est inévitable. C'est un organe de défense des ouvriers contre l'État soviétique, parce que l'État soviétique bureaucratisé n'est pas véritablement l'État démocratique dont on pouvait rêver. Le programme de notre parti, dit-il, montre que notre État est un État ouvrier présentant une déformation bureaucratique. Et alors, dans un État qui s'est formé dans ces conditions concrètes, les syndicats n'auraient-ils rien à défendre, demande-t-il, tome 32, 17. Alors bien sûr, la tendance à long terme, c'est la réunification. Mais cette tendance à long terme, dans l'immédiat, Lénine sait très bien qu'elle est impossible. Il faut encore un bon nombre de pas avant de pouvoir dire les syndicats ont fusionné avec tout l'appareil d'État, écrit-il. Donc, voyez bien, cette idée d'ailleurs des syndicats comme médiation, Lénine semble l'avoir repris à un dirigeant américain, Daniel de Leon, qu'il admirait beaucoup. Seulement, la maladie infantile, le fameux texte de Lénine, va au contraire consacrer la réduction des soviets et des syndicats à des courroies de transmission du parti. Là, Lénine y bâtit une sorte de pyramide d'organisation censée se démultiplier réciproquement, mais en fait, évidemment, subordonnée au parti, la seule direction, si vous voulez, qui reste dans cette situation extrêmement étrange de la guerre civile. Il va de soi, dit-il, que tout le travail du parti se fait par les soviets, qui regroupent les masses laborieuses sans distinction de profession. Seulement, voilà, les soviets sont subordonnés complètement au parti. Alors, là encore, pour lui, c'est une question de conjoncture. Un prolétariat qui n'existe plus, sauver l'alliance économique et politique avec les paysans, une alliance qui n'a évidemment pas de fondement économique, puisque l'industrie leur fournit à peu près plus rien en 21. Donc vous voyez les difficultés de la situation. Bon. Seulement, là encore, ce rôle représentatif, si vous voulez, qui fait que le parti va, en quelque sorte, tout chapeauter, correspond aussi à une tendance profonde de Lénine, celle qui assimile la classe, en particulier la classe ouvrière, à sa conscience, et la conscience au parti, seul capable de l'organiser. Ce qui là, alors, se trouve dès que faire en 1905. Vous voyez, c'est une tendance en somme de fond.
bien que Lénine a été conscient de toutes sortes de difficultés et conscient qu'il était impossible dans l'immédiat de dépasser le capitalisme d'État sur lequel il a effectué au moins 2 replis d'envergure, mais de façon très consciente et nécessaire à ses yeux. Donc, et de ce point de vue-là, il était tout à fait conscient que, si vous voulez, la première manche était, du point de vue de l'édification du communisme, un échec. Bon, c'est très clair. Au 11e congrès du parti, il dit, c'est 33-307, la première machine à vapeur était inutilisable à cause de sa forme. Qu'importe, nous avons aujourd'hui la locomotive. Notre appareil d'État est franchement mauvais, qu'importe, il a été créé. Bon, c'est assez dire, vous voyez, que pour le moment, on n'est pas arrivé au but, quoi. On en est même vraiment très loin. Bon. Alors évidemment, on ne peut pas savoir ce que le leader aurait fait ensuite s'il avait vécu, parce qu'en gros, c'est la date de sa disparition, si vous voulez, de la vie politique active. Bon, début 22, en gros, il disparaît de l'activité politique. Mais ça, c'est une autre histoire dont on nous parlera tout à l'heure. Mais les questions posées par Lénine, ces tentatives de penser une appropriation sociale au-delà de l'appropriation étatique, eh bien, tout ça va disparaître avec lui. Les questions seront recouvertes à peu près aussitôt, mais du coup aussi l'analyse des rapports sociaux effectifs de la Russie soviétique. Dès le début, les leaders eux-mêmes ou les économistes patentés de la Révolution n'hésitent pas à assimiler ce que Lénine appelait du capitalisme d'État à un secteur socialisé. Boukharine, par exemple, dans le socialisme dans un seul pays, choix d'articles, bon, mais si vous voulez, c'est qui couvre la période de la NEP, en gros. Un important débat a eu lieu dans les années 20 entre Boukharine et Preobrazhensky, mais les deux définissent l'économie russe par l'opposition d'un secteur socialiste, le secteur nationalisé, et d'un secteur privé. Donc le secteur nationalisé est directement un secteur socialiste. Les problèmes de Vladimir, ils ont disparu. Alors bien sûr, ils sont tout à fait prêts à admettre, comme ils disent, que le secteur socialiste n'a pas atteint ni la domination financière, ni la domination technique sur le secteur privé. Ça, c'est clair. Mais voyez bien, ils se tiennent à une version qui a fait un mal fou à l'orthodoxie marxiste. Le capitalisme, c'est une production privée. Donc on a beaucoup de mal à concevoir qu'une production publique puisse être aussi un capitalisme d'État, et pas du socialisme. Et en plus, une production anarchique, concurrentielle, donc anarchique. Ce qui fait qu'on a aussi extrêmement du mal à concevoir qu'une production capitaliste puisse être extrêmement bien organisée et pourquoi pas planifiée. Bon, vous remarquerez que le leader disait le contraire, en nous disant « Oh mais vous savez, les trusts et les cartels, ils ont déjà l'appareil. Bon, donc on va le pomper. Bon, voyez, donc tous ces problèmes-là disparaissent. Voyez, si vous voulez, on fait une assimilation économie nationalisée et organisée égale économie socialiste, contre l'anarchie du marché capitaliste. Et du coup, évidemment, le plan défini devient l'incarnation du secteur socialiste. Bon. Boukharine le dit, toujours dans la période de la NEP, avant même le lancer, si vous voulez, du grand plan quinquennal, etc. Dans quoi se traduit le développement de la base rationnelle contre l'irrationnel, dit-il, la réponse ne sera pas à double sens dans le développement de la planification. Donc vous voyez bien, le capitalisme c'est de l'irrationnel,
l'économie organisée, c'est du rationnel. Qu'est-ce qu'il incarne, le plan? Des économistes de cette période qui ont fait un manuel qui a passé à l'époque pour être une autorité, Lapidus et Ostrovikianov, en remettent encore une couche. Le socialisme est avant tout une économie organisée conformément à un plan d'ensemble, page 418 de la traduction du précis des deux zèbres en question. Alors là, vous remarquerez une chose, c'est que le pouvoir des travailleurs, du coup, passe à l'as. C'est plus lui qui est au cœur, vous voyez, hein, de la révolution et de l'édification du communisme. Seulement, il y a des conséquences à tout ça. Par exemple, il y a bien des formes marchandes sous la NEP, et même après, quand on aura développé la planification et tout ça. Alors, ces formes marchandes, qu'est-ce qu'elles sont? Alors évidemment, on sera tenté de dire, oh ben, c'est des survivances capitalistes, peut-être même qu'elles sont un peu dominantes. Bon. Eh ben non, on va après nous revendiquer un marché socialiste, considéré comme un pseudo-marché, sans qu'on se demande s'il ne s'agit pas d'un vrai. Bon. Boukharine prépare ça, par exemple, il voit directement l'économie commandée par la loi de la valeur de Marx. Bon. Donc la valeur d'une marchandise, c'est le temps de travail, si vous voulez, nécessaire à l'obtenir. Mais il fait de la loi de la valeur une forme fétichisée, comme il dit, d'une loi générale qui s'applique aussi au socialisme, la dépense proportionnelle de travail. Et la dépense proportionnelle de travail, qu'est-ce qu'il incarne? Là, il pourrait citer, il a pour lui un texte du livre 3 du Capital, réponse le plan. Bon. L'existence d'un salaire socialiste, bon, dont on va nous expliquer que ce n'est pas un vrai salaire, même s'il ressemble comme deux gouttes d'eau à son cousin capitaliste. Eh bien, ce salaire socialiste sera supposé être, en somme, une forme d'apparence, si vous voulez, hein, de nouveaux rapports dans les anciens, donc une simple survivance. Dès l'époque, d'ailleurs, bon, Preobrajensky, par exemple, nie l'existence d'une véritable circulation monétaire à l'intérieur du secteur nationalisé, pour soutenir qu'il s'agit bien d'un secteur socialiste. Il dit que la monnaie n'est plus qu'un numéraire, ça sert à faire les comptes, si vous voulez. Hein. Mais il n'y a pas de véritable circulation monétaire. Bon. Pourtant, à l'époque, il y avait encore, par exemple, des prêts, avec des intérêts à payer, des choses comme ça, vous voyez, des entreprises nationalisées à l'État. Alors, pas de circulation monétaire, c'est un peu étrange. Bon. Et le génial Staline, à son corps défendant, avoue lui-même l'existence d'un fonctionnement marchand et capitaliste du secteur étatisé, hein, dans 1931, donc après le début de la planification et tout ça. Ajoutons à cela que, par suite de la mauvaise gestion, dit-il, le principe de rendement commercial s'est avéré absolument compromis dans toute une série de nos entreprises et organisations économiques. Les notions, régime d'économie, réduction des dépenses improductives, rationalisation de la production, sont depuis longtemps passées de mode. Alors ça, c'est une critique qu'il fait à ses adversaires, vous voyez, hein. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'à l'intérieur du secteur socialiste, il y a le rendement commercial, le régime d'économie, la réduction des dépenses improductives, ça pourrait se comprendre, etc. Autrement dit, il est en train de nous dire que ça fonctionne sur le modèle du capitalisme d'État. Hein, rappelez-vous ce que Vladimir disait plus haut. Vous voyez ? Alors évidemment, bon, personne n'a jamais nié l'existence de salaire en URSS, mais là encore, hein, le salaire socialiste devenait la transsubstantiation, vous savez, comme le bon Dieu dans le style, hein,
de son cousin capitaliste. Par exemple, je cite toujours Staline, hein, donc vous voyez, les propos sur la force de travail comme marchandise et sur le salariat sonnent de façon absurde dans notre régime, comme si la classe ouvrière, qui possède les moyens de production, se salarie elle-même et se vend elle-même sa force de travail. Ce qui suppose, vous voyez, que l'État est directement assimilé à la société. Bon. Donc, que la séparation que Lénine avait détectée au moment de la Révolution a été abolie et dominée. Et ça, il suffit du plan et de la collectivisation pour assurer ça. Bon. Seulement, renvoyons le camarade Staline à lui-même. Il dit plus bas: le fait est que les produits de consommation nécessaires pour compenser les pertes en force de travail dans le processus de la production sont fabriqués chez nous et réalisés en tant que marchandises soumises à l'action de la loi de la valeur. Bon. Alors autrement dit, si c'est des marchandises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de travail en est coupée et les obtient par le marché. Bon. Ce qui est la définition stricte du salariat capitaliste chez Marx. Pas de peau. Donc vous voyez bien que Staline fait comme si les problèmes n'existaient plus, hein, comme si, par miracle, on avait dépassé tous les problèmes, la coupure de la force de travail et de ses moyens de vie et de reproduction, tout ça, par miracle, aurait été dominé et écarté. Bon. Et au nom de quoi peut-on dire que par exemple, l'État soviétique s'assimile d'abord à la classe ouvrière, puis plus tard au peuple tout entier? Très simple, il suffit de dire que le travail qualifié, les ingénieurs, puis par-delà les planificateurs font partie de la classe ouvrière. Alors là encore, un miracle, vous voyez, soutenu par le grand homme, mais qui apparaît quand même assez étrange par rapport à ce qu'on a vu plus haut. Alors bon, je ne vais pas insister exagérément sur tous ces aspects, on pourra y revenir si vous le voulez dans la discussion. Bon, de même, par exemple, l'opposition entre la production pour les besoins et la production pour les profits est devenue un pont aux ânes de l'orthodoxie. Bon, le secteur nationalisé serait un secteur qui répondrait aux besoins. Voilà. Contrairement au secteur privé qui, lui, répondrait d'abord aux exigences de profit. Là encore, pas de peau. Ben oui, Lénine savait très bien que le profit, à sa façon, satisfait les besoins sociaux. À sa façon, bien sûr. Hein, avec tous les problèmes que ça pose, du genre, pourquoi le lait aboutit-il dans la gamelle du chat du riche et pas dans le biberon du fils du pauvre? Bon. Mais à sa façon, le profit satisfait les besoins sociaux. Et Vladimir l'avait dit, il vaudrait mieux dire, disait-il en marge d'un texte de Boukharine, là où le surproduit appartient non à une classe de propriétaires, mais à tous les travailleurs et uniquement à eux. Autrement dit, vous voyez bien ce qui disparaît là. D'un côté, on vous dit, il y a une finalité, le but, et le profit, d'un côté le profit, de l'autre les besoins, et le secteur socialisé, où prétendu-tel répond au profit, et ne répond aux besoins, voilà, la finalité. Lénine posait le problème très différemment. Où est le pouvoir? Bon, voilà. Donc vous voyez, comme tout ça a disparu. Alors, il ne faut pas s'étonner, évidemment, dans ces conditions-là, qu'il n'y ait jamais eu, ou à peu près pas, sinon d'ailleurs, dans l'immortel texte de Joseph Staline lui-même, Les problèmes économiques du socialisme, d'analyse des rapports sociaux en Union soviétique. Sur cette base-là, c'était à peu près impossible.
production pour les besoins, mais bon, l'URSS a probablement passé son temps à courir après la façon dont les pays capitalistes satisfaisaient les besoins. En 1977, par exemple, il y avait en URSS 50 marques de téléviseurs sans différence. Copie paradoxale, vous voyez, de ce qui se passe en Occident. Bon. Alors quand ces problèmes ont parfois été discutés, ben, finalement, ils ont été mis, là encore, sous le boisseau. Alors, aujourd'hui, dans une situation qui, politiquement, n'est pas brillante, je vous avoue que la pire chose qui pourrait m'arriver, par exemple, c'est de me retrouver commissaire du peuple à l'économie dans une tentative révolutionnaire. Bon. Mais pour y faire face, j'essaierai de rouvrir les questions que, au moment d'octobre, les bolcheviks avaient ouvertes, dans des conditions, on l'a dit, dramatiques, on peut dire désespérées. Et toutes ces questions qui, ensuite, ont été, en quelque sorte, réprimées, malgré la différence de conjoncture, vous voyez, on voit aujourd'hui ressurgir d'autres dangers d'anéantissement de l'humanité, différents de ceux qui étaient là à l'époque de la guerre de 14, qui malheureusement nous obligeront, je veux dire, à rouvrir ces questions, vous voyez, ces questions qui ont été fermées. Et excusez-moi d'avoir été très long et peut-être un peu emporté par mon propos. Merci Jean de ton bel exposé. On s'aperçoit bien que la révolution d'octobre, loin d'être dépassée, nous amène beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Et je crois que ce n'est pas un événement de l'histoire qui disparaît, mais vraiment il y a beaucoup de réflexions, d'autant plus que toute cette période, il y avait beaucoup de génies qui réfléchissaient, comme Lénine et tant d'autres, sur cette situation nouvelle dans un pays sous-développé. Donc on peut engager les discussions sur le premier exposé de Jean, et en même temps, j'étais agréablement surpris, vous entendez pas? Agréablement surpris sur ce lien entre le système soviétique, je ne dirais pas socialiste, et capitaliste dans l'évolution de cette société. Voilà, la parole est à vous. Il y a un micro baladeur. Peut-être que Pierre, lui, est spécialiste. Il n'est pas électronicien, mais ni ingénieur du son, mais il va nous faciliter nos échanges. Ah, il a des jambes, alors. Des questions, monsieur Jérémy. Ça marche? Oui, bon, merci Jean de ta présentation. Je l'ai trouvée assez intéressante dans l'ensemble. J'ai quelques petites remarques quand même qui me sont venues. Je te les donne en bloc, mais voilà. Bon, donc, alors il est vrai qu'on a tendance à présenter la Russie comme un pays sous-développé à l'époque, mais c'est un pays très paradoxal parce qu'il faut bien sûr rappeler que c'est en même temps l'endroit où il y a les plus grosses concentrations ouvrières de l'époque, que près de 40% des ouvriers de mémoire, je n'ai pas le chiffre précis en tête, sont dans des entreprises de plus de 1000 salariés. C'est une concentration qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est plusieurs millions d'ouvriers en fait sur l'ensemble de la population, donc ça n'est pas... et c'est également en fait par exemple une proportion supérieure d'ouvriers dans la grande industrie, pas d'ouvriers du bâtiment, c'est d'ouvriers dans la grande industrie, une
proportion supérieure à ce qu'il y avait dans l'Allemagne de 1848, dont on sait que Marx disait que c'était là qu'il voyait l'avenir d'une révolution de manière assez prémonitoire, parce qu'elle a bien eu lieu en 1848, au passage en Allemagne, même si elle n'a pas abouti à la révolution socialiste. Donc ça, c'était un point sur l'aspect sous-développé du pays, bon, qui est quand même... voilà, il y avait quand même des idéaux très avancés dans le capitalisme. Et c'est plus que des îlots, d'ailleurs. Sur l'égalitarisme, il me semble quand même... j'ai pas les textes là sous les yeux, mais que Marx et Engels ont effectivement longuement lutté contre un égalitarisme, voilà, notamment de mémoire dans la critique du programme de Gotha, il me semble que c'est réévoqué. Et dans le socialisme, donc à partir des années 30, en URSS, il y a quand même une volonté de tendre vers un écrasement des salaires pour que les différences correspondent à ce qui se passe ce qui est censé se passer dans le socialisme, c'est-à-dire des différences dans l'apport en travail à la société. Voilà. Ensuite, oui, très brièvement sur la famine de 1921. Bon, elle n'est pas liée à proprement parler au mode de production du communisme de guerre, vu que c'est quand même un moment de guerre qui n'est pas très civil quand on sait le nombre de pays étrangers qui sont impliqués dedans et qui financent cette guerre, un peu comme nombre d'autres guerres qu'on qualifie de civiles, qui sont en fait des guerres impulsées de l'extérieur. Donc voilà, c'était un petit point sur cet aspect de famine. Et alors voilà, je termine avec ça. En fait, dans ton propos, à plusieurs reprises, tu as fait des assimilations qui me paraissent un petit peu trop rapides entre marché et capitalisme, entre marchandise et capitalisme. Or, il peut tout à fait y avoir marché en dehors du capitalisme, y compris dans des formes socialistes. Le marché, c'est un mode de coordination particulier qui, dans certaines conditions, peut donner du capitalisme, mais qui, dans d'autres conditions, en fait, le marché, c'est un mode de coordination qui peut tout à fait être même très utile à une planification, justement, mais pas une planification, comme tu disais, prévue à l'avance qui vient d'en haut, mais une planification qui consiste, comme ce que tu évoquais là avec les mines, à une coordination, donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais ça me ferait rentrer dans des propos un peu trop longs, mais où on ne prévoit pas à l'avance tout ce qui va être fait, mais où au fur et à mesure de l'avancée, il y a une coordination qui est faite pour que tout avance de manière harmonieuse. Voilà, pour dire les choses rapidement. Par contre, je suis assez content que tu aies rappelé un des gros problèmes qui est la forme prêt. La forme prêt et la forme crédit qui a continué à perdurer dans le socialisme, en Union soviétique, parce qu'en effet, le prêt et le crédit, c'est un truc sur lequel il faudrait retravailler, mais c'est des formes de financement qui incluent nécessairement, dans le fait qu'ils vont concentrer entre les mains d'un groupe particulier l'argent et les masses ce qui va devenir un capital, en fait, ça engendre nécessairement des rapports de production de forme capitaliste. Et pour aller sans rentrer dans le détail, il y a d'autres formes aujourd'hui. Par exemple, Friot les développe quand il parle la forme cotisation-subvention, qui permet d'éviter, dans certaines conditions très précises que je ne développe pas bien sûr, d'engendrer ces rapports capitalistes par le prêt et le crédit. Voilà, je te remercie en tout cas, c'était quand même très, très intéressant. Est-ce que tu veux répondre ou d'autres? Peut-être faire circuler, puis on prendra après, sans ça risque très long. Excuse-moi, j'avais juste oublié un truc. Quand tu disais sur les... c'est court, hein. C'est sur l'idée des rapports, l'absence d'analyse des rapports sociaux sous Staline. Outre le fait qu'à mon avis, il ne faut pas omettre les conditions et le fait qu'entre 28 et 30, ils se disent on a 10 ans pour rattraper un siècle de retard, sinon on est mort. Donc ils sont obligés effectivement de faire un certain nombre de concessions. Après
une fois que ça s'est passé, il me semble que par exemple dans le 19e congrès ou dans tout un tas d'autres moments, la lutte par exemple de Staline contre la bureaucratie est assez permanente et est souvent négligée, voilà, sans forcément qu'elle ait forcément abouti, mais et notamment le 19e congrès, il me semble, est assez intéressant à ce niveau-là. C'est le dernier, hein, après il meurt et on passe à la suite. Oui, merci. Sur le thème communisme et capitalisme d'État, on a souvent tendance à opposer d'un côté l'État et de l'autre côté le capitalisme, mais historiquement, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'État en tant que forme d'organisation politique d'une part et le capitalisme en tant que forme d'organisation, en tant que système économique d'autre part, historiquement sont apparus et sont développés de manière concomitante, et plus l'État s'est développé en tant que forme politique d'un côté, plus le capitalisme en tant que forme d'organisation de système économique de l'autre côté s'est développé. Donc il n'y a pas eu, disons, d'affrontement entre les deux, mais plutôt un développement simultané des deux formes, chacune de leur côté, et en harmonie l'une avec l'autre. Donc la question que je m'amène un petit peu, que je pose un petit peu, c'est tant qu'il y a une forme étatique en tant qu'organisation politique, est-ce qu'il peut y avoir autre chose que le capitalisme en tant que forme d'organisation économique? Une forme de capitalisme, c'est-à-dire d'un côté on s'aperçoit qu'il n'y a pas de capitalisme sans État en tant que forme d'organisation politique. Est-ce qu'on peut penser qu'il peut y avoir un État sans une forme ou une autre de capitalisme, éventuellement un capitalisme d'État? Voilà, c'est un peu la question. Et une question complémentaire, le terme État du peuple tout entier, est-ce que c'est pas une aporie en elle-même? Est-ce que l'État peut être du peuple tout entier, quoi? Est-ce que c'est pas une contradiction fondamentale? Juste pour poser ma question et rajouter un aspect. En discutant cette question de la Russie comme un endroit important qui a éclaté la révolution, était non seulement à l'époque de la Première Guerre mondiale, de la carnage de la Première Guerre mondiale, mais il faut considérer aussi la période de la vague révolutionnaire de cette époque. En Finlande, déjà explosé des révolutions, tentatives de révolution en Allemagne, 19 ans, en Hongrie, en Roumanie, etc. Ça, c'est un moment très important aussi. Pourquoi? À l'époque, il existe une lettre de Karl Marx vers Zasulich, qui vers Zasulich demander si une possibilité de révolution ça éclate en Russie, qu'est-ce que nous pourrons faire, etc. Et Karl Marx répond, bon, si ça éclate en Russie, il faut que ça répandu dans l'Europe. Parce que l'important est que les révolutions socialistes internationales, elles soient dans ces grands centres comme l'Angleterre et l'Allemagne. Et à partir de cela, est très important de considérer ça, parce que je pense que quand éclaté en Russie, ils ont réussi, c'est l'unique pays qui a réussi à se tenir au pouvoir. Et ils ont été angoissés énormément pour ça. Et c'est pour ça qu'ils attendaient une révolution en Allemagne, où les centres de production capitaliste sont beaucoup plus développés qu'en Russie. Et ça, c'est très important parce que cette angoisse, ça restait énormément. Et ils attendaient ça, il n'a pas venu 19 fêtes complètes, 20 fêtes complètes. C'est pour ça qu'en 21-23, on a eu l'expérience allemande tragique, putschiste, des révolutions déjà pressées par les KPD, etc. C'est qui, déjà, au dehors de la révolution russe, on a déjà, de la fondation de la Troisième Nationale, déjà on a critique du Goethe à Lénine, déjà vous écartez la classe ouvrière en fondant l'État. Et à l'intérieur même, parce que Boukharine, elle est aussi, initialement, elle s'est refusé la lettre de Lénine.
les volumes maintenus des communistes de guerre, etc., c'est qui est impossible. Lénine clairement défendait pratiquement l'introduction du terrorisme en Russie, qu'il faut considérer. Et ça, c'est une question fondamentale considérée, pas seulement à l'intérieur des questions à l'intérieur de la Russie, mais tous les contextes à l'extérieur de ça. Oui, est-ce qu'on ne peut pas dire que lorsqu'il y a volonté de changement et de prise de pouvoir dans un État capitaliste, eh bien, on est obligé presque de passer par un capitalisme monopoliste d'État. Je vais essayer de m'expliquer parce que, d'une part, la grande bourgeoisie ne laissera jamais prendre ses privilèges, abolir ses privilèges, donc on se trouvera toujours dans une question de rapport de force, et on le voit partout. En France, n'en parlons pas. Chaque fois que la grande bourgeoisie a été remise en cause, elle n'a pas eu peur de massacrer le peuple. 1848, la Commune, etc. On peut même dire qu'en 68, De Gaulle était prêt à appeler l'armée si ça prenait une autre forme que celle que nous avons connue. Donc il y aura toujours cet affrontement pendant toute une période, même si la prise du pouvoir est majoritaire. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que, deuxièmement, pour répartir des richesses, il faut commencer par les accumuler? Donc une première accumulation primitive, je pense par exemple, bien sûr, à la Russie de l'époque, il a fallu plusieurs années pour sortir à la fois de la guerre civile, de la famine et de la reconstruction et de mettre en place l'électricité, etc. Donc un long processus. On peut parler aussi de la Chine, parallèlement, 1,2 milliard d'habitants. Comment repartir des richesses s'il n'y a pas une accumulation primitive, forte, et entre nous soit dit, centralisée? Parce que quand il y a affrontement, quand il y a péril de la prise du pouvoir, on ne démocratise pas, on centralise. C'est presque obligatoire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que ces phénomènes-là sont pratiquement à intégrer dans une prise de pouvoir révolutionnaire pour changer le système, ce qui veut dire que dans toute une longue période, il y a à la fois centralisation et capitalisme d'État pour accumuler les richesses et ensuite passer à un autre stade. Oui, bonjour. Je suis désolé, mais des contraintes familiales m'ont empêché d'être là au début de l'exposé, mais simplement par rapport à ce que j'ai entendu à la fin de l'excellent exposé de Jean et les questions qui sont posées, deux petites réflexions. Moi, la notion de capitalisme d'État m'a toujours laissé perplexe. Hein. C'est intéressant. Il y a une question qui était posée par un des intervenants tout à l'heure sur l'idée, est-ce qu'on peut avoir un État sans capitalisme? Ça pose en effet la question de la nature de l'État. Si on s'en tient à notre pays, où on a une histoire quand même particulière en France vis-à-vis de l'État, je crois que à la fois on a un capitalisme monopoliste d'État, Louis le disait, c'est l'état de la société encore aujourd'hui, ça l'était il y a 40 ans, je ne pense pas qu'on en soit sorti pour l'instant de cette phase-là. Donc on a un État qui par nature est un État de la bourgeoisie capitaliste, mais il n'est pas que ça. Il est aussi le fruit des luttes sociales. On a un État dans ce pays, par exemple, qui est la nation organisée, c'est la définition classique qu'on a en droit français de l'État, et dont la définition moderne a été élaborée il y a un siècle par l'école de Bordeaux, l'école des juristes français, à partir de la notion de service public. Or, cette notion de service public, qui est consubstantielle de l'État en France, c'est une notion qui est très fortement progressiste, me semble-t-il. Donc on a un État, si on ne prend que notre pays, qui est à la fois l'État de la bourgeoisie, mais aussi l'État issu des luttes sociales. Donc avec cet aspect profondément contradictoire. C'est pour ça d'ailleurs que en France, et moi je suis parmi les militants aujourd'hui qui essaient de travailler un peu cette question-là, on essaie d'avoir une démarche
qu'il ne soit pas moins ou plus d'État, mais la question de la nature de l'État et du service public. Voilà, ça c'était une petite illustration par rapport à ça. Et juste une remarque par rapport à la Chine, je partage la remarque de Louis sur en effet nécessité de l'accumulation, etc. Ce qui est intéressant dans le cas de la Chine, c'est à chaque fois, je pense, c'est de le mettre en rapport avec l'Inde, par exemple, qui sont deux pays à la fin des années 40 qui sont à peu près, on peut dire comparables, avec un petit avantage pour l'Inde, on va dire même, hein, au niveau de la structuration de la bourgeoisie et de la production. Mais si on prend ces deux pays-là, les deux choix politiques qui ont été faits sur les dernières décennies, hein, grosso modo, hein, avec des soubresauts, etc., c'est qu'en Inde, il y a eu l'idée, on va avoir 1 milliard d'habitants à la fin du siècle, on va amener 1%, 5% de la population à un haut niveau de vie comparable aux pays développés occidentaux, et ça va tirer les autres. C'était ça l'idée. En Chine, ils ont dit, d'abord on fait de la bouffer à tout le monde, et après on voit. Je caricature, mais en gros c'est ça quand même. Hein, voilà. Bah, la différence aujourd'hui, c'est qu'en Chine, à peu près tout le monde a à bouffer. Je veux dire, il y a quelques petits problèmes, mais tout le monde a à bouffer. Et en Inde, il y a des centaines de millions de miséreux dans les bidonvilles et dans les villages qui n'ont pas à bouffer. Voilà, donc on peut dire, 70 ans après, je pense qu'il y a quand même des résultats des choix politiques, et de ce point de vue-là, comparer la Chine et l'Inde me paraît intéressant. C'est juste. Je passe comme on a un programme. Oui, je crois que Jean, tu peux répondre. Oui, j'ai du pas sur la planche. Bon, je vais peut-être commencer par le dernier intervenant, qui, à mon avis, est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il faudrait examiner l'histoire, y compris de la Chine, parce que finalement, on pourrait se demander si la Chine n'a pas donné à peu près à manger à tout le monde à partir du moment où elle a vraiment développé à la fois le capitalisme d'État et un capitalisme privé particulièrement débridé, sans loi sociale, et en fait où le patronat privé fait à peu près ce qu'il veut, qui est très néolibéral, hein, de ce point de vue-là. Donc les rapports sociaux en Chine, moi, me semblent très complexes, hein, et je ne pense pas qu'on puisse dire, par exemple, que l'économie chinoise soit vraiment une économie socialiste. Hein. Là, vraiment pas du tout. Ce qui d'ailleurs n'empêche pas, évidemment, la différence avec l'Inde, où personne où encore beaucoup de gens sont privés, effectivement, du minimum même de nourriture. Alors, effectivement, ça pose le problème, le fameux problème, et je vais remonter un peu à l'envers. Bon, État sans capitalisme. Est-ce que État et capitalisme, c'est pas consubstantiel? Bon. Là, il y a deux problèmes, ça recouvre, je dirais, deux problèmes, y compris d'ailleurs dans la tradition, si vous voulez, marxiste. Le premier problème, c'est tout simplement la réponse qui a été donnée au moment des révolutions, d'abord de la Commune, puis des révolutions russes, hein, c'est tout simplement que cet État doit être complètement différent de l'État capitaliste, se définir par la démocratie directe, en gros, hein, au moins essentiellement par ce type de fonctionnement, hein, et donc être un État qui entame un processus de dépérissement. Bon. Ça, c'est, disons, la réponse vous voyez, et de Marx et finalement de Lénine, même si quand on met les mains dans le cambouis, évidemment, les choses sont particulièrement difficiles. Bon. Et puis ça couvre un autre problème, c'est que Marx, par exemple, je pense que pour une part, il aurait été d'accord avec vous, d'autant que pour lui, la politique même est en fait un horizon bourgeois. Et le communisme est non seulement une société où l'État dépérit, mais une société où avec l'État, la politique dépérit. Ce qui là d'ailleurs va dans le sens, si la politique dépérit, qu'est-ce qui reste? L'administration, la gestion économique.
Et ça va dans le sens, inconsciemment probablement, d'une économie, vous voyez, organisée et gérée, où la gestion remplace la politique. Alors là, c'est aussi un point sur lequel Lénine entre à peu près en désaccord. Il n'hésite pas à voir le communisme comme une société où l'État aura dépéri, mais où la politique se maintiendra. Ce qui est très curieux, bon, du point de vue de, si vous voulez, de l'origine, vous voyez, et où précisément, et où la politique se maintiendra pour la bonne et simple raison que ce sera quand même une société où il y aura toujours, il n'y aura plus de contradiction de classe, d'antagonisme irréductible, si vous voulez, mais il y aura toujours des contradictions. Et donc ces contradictions, il ne suffira pas d'une gestion économique, il faudra qu'il y ait une véritable démocratie politique pour résoudre ces contradictions sociales. Bon. En particulier, en marge de l'économie de la période de transition de Boukharine, Boukharine disait, en gros, antagonisme et contradiction, tout ça c'est pareil, et Lénine dit non, pas du tout, l'antagonisme, sous-entendu de classe, disparaîtra, mais les contradictions, ça se maintiendra. Et c'est donc la base, vous voyez, d'une vision très différente, là encore, hein, de la société future. Bon. Où, de ce point de vue-là, donc, la démocratie de type communal ou soviétique, hein, se maintiendra et se maintiendra comme forme politique. Bon. Ce que Marx, d'ailleurs, avait dit dans la guerre civile. Hein. Parce que dans la guerre civile, il présente la démocratie communale comme la forme enfin trouvée de l'émancipation du travail. Bon. Vous voyez, il y a deux problèmes là-dessous, hein, extrêmement difficiles, mais à mon avis, ça éclaire aussi le débat. Le capitalisme d'État peut bien être effectivement une forme nécessaire. Hein. Si on suit Louis, on pourrait dire le capitalisme d'État, c'est en quelque sorte l'accumulation socialiste primitive, hein, ce qui répond à l'accumulation primitive du capital chez Marx. Bon, oui, à condition, c'est ce que je crois on voit paraître dès le bilan, si on peut dire, de la première phase de la Révolution d'octobre, oui, à condition qu'on puisse entamer aussi un processus de transformation politique et de cette extension démocratique que représente la démocratie directe. Sans quoi, et là je crois que finalement Vladimir a dit des choses, essentielles. Bon, en sachant très bien où il n'avait pas réussi et ce qui lui restait sur la planche. Le retour d'un pouvoir des soviets. Alors bon, les autres questions, oui, bien sûr, la révolution dans un seul pays, est-elle possible ou non? On attendait bien sûr la révolution en Allemagne, hein, ils l'attendaient en Russie, ça ne pose aucun doute, mais le problème c'est que on ne va pas renoncer parce qu'elle ne se produit pas. Bon. Et là c'est clair. Là, mais c'est aussi très clair, bon, je pense chez Lénine, il ne faut pas exagérer. Lénine s'est jamais dit on ira au socialisme à condition que les Allemands viennent nous rejoindre. Bon, non, on y va et, comme aurait dit Napoléon, on s'engage et puis on voit. Donc, il a hérité là de conditions historiques, mais il n'a jamais cherché, en quelque sorte, à se décharger sur ces conditions historiques encore un peu plus défavorables, l'absence de renfort, pour renoncer à ces tentatives. Le capitalisme monopoliste d'État. Moi, j'avoue que c'est une notion qui me semble... il faut être très réservé là-dessus, à mon avis. Pourquoi ? Parce que le capitalisme monopoliste d'État, ça évoquait une sorte de fusion entre l'appareil d'État et puis les grands monopoles. Une fusion qui, pour l'essentiel, je dirais, définit les rapports du capitalisme au moment du gaullisme et avant
l'internationalisation du capital et la phase néolibérale, si vous voulez, qui commence dans les années 80, où à bien des égards, justement, on passe d'une régulation par les États à une régulation internationale et par les marchés financiers, c'est-à-dire en même temps le passage d'une forme de capitalisme où domine le capital industriel, en gros, de l'après-guerre, vous voyez, hein, l'époque où, je sais pas moi, un type, le PDG de General Motors par exemple, se foutait éperdument de ses actionnaire, était prêt à tirer un bras d'honneur à ses actionnaires. Si vous n'êtes pas content, vous vous retirez, on s'en fout, on n'a pas besoin de vous. Bon, c'est une phase complètement révolue, ça. Vous voyez. Maintenant, c'est le capitalisme financier qui domine le capital industriel. Bon. Ce qui d'ailleurs implique, encore un problème qu'on a évoqué, ce qui implique par exemple une circulation complètement autonome du capital financier, absolument plus dirigé vers le capital productif, bon, toutes les formes de spéculation que vous connaissez. Un des aspects qui était aussi central dans même déjà chez Marx, c'était pour réduire cette circulation autonome du capital financier qu'il envisage déjà, par exemple, la création d'une banque centrale unique, vous voyez, dans le programme de la Ligue des communistes d'avant 48. Bon. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui reste, si j'ose dire, qui se rétablit dans l'actualité d'aujourd'hui, à savoir, face aux dégâts d'une spéculation, de la spéculation du capital financier d'aujourd'hui, il faudra bien limiter d'abord et ensuite juguler cette circulation autonome du capital financier. Mais ça, là encore, j'aime autant que ce ne soit pas moi, vous voyez, qui essaie de s'attaquer au problème. Bon. Alors sur le reste, bien sûr, par exemple, le marché, tout marché n'est pas capitaliste. Mais le problème, c'est que le marché généralisé, c'est le marché capitaliste. Le marché, si vous voulez, comme médiation généralisée de l'économie, c'est le marché capitaliste. Bon, voilà. Et c'est, somme toute, de celui-là que les bolcheviks, malgré le sous-développement, c'est le marché qui règle les rapports entre les différentes branches économiques, l'industrie, l'agriculture, etc. Bon, donc c'est à ça qu'ils ont à faire face. Et donc, de ce point de vue-là, ce marché, c'est bien une forme capitaliste qui se maintient sous des formes plus ou moins masquées, dont le socialisme. C'est lui qui se maintient, c'est pas un marché précapitaliste venu, je ne sais pas quoi, du Moyen-Âge ou de je ne sais pas quoi, non, pas du tout. Hein. Et je dirais même qu'à certains égards, la NEP, par exemple, a contribué à ce marché généralisé. Et d'ailleurs, délibérément, en l'occurrence. C'était voulu. Hein. Bon, on n'avait pas peur des mots. Hein. Sous Vladimir, quand on était dans la merde, on disait on est dans la merde, c'est pas comme aujourd'hui, on vous dit, on essaye de la baptiser, puis de lui mettre de la peinture rose dessus, vous voyez. Et donc là encore, le problème essentiel, c'est bien celui, par exemple, d'une circulation monétaire autonome, qui n'a jamais été, à mon avis, abolie du tout. Bon. Alors, par exemple, alors, la bureaucratie. Alors, tout au long de l'orthodoxie marxiste officielle, l'ennemi, c'est la bureaucratie. Bon. Alors, autrement dit, la bureaucratie, ça sert à quoi? Ça sert à éviter l'analyse véritable. Bon. Elle ne sera jamais posée. Est-ce que oui ou non, c'est du socialisme? Ça, jamais. Bon, par exemple, dans un des types les plus honnêtes, un type s'appelle, alors, je m'excuse parce que les langues slaves, c'est vraiment pas, il s'appelait Bruce, je crois son prénom, Posseslav, un truc comme ça, Bruce, dans les années 1960-70, essaiera de tenter une analyse un peu, bon, mais Bruce dira toujours, ah non, mais c'est du socialisme, il n'y a pas de doute. Bon, alors, après, on met dessus déviation, bureaucratie, etc. C'est par avant, ça évite la véritable analyse.
Et puis, ben, sur l'égalitarisme ou pas. La tendance, oui, c'est l'égalité de la force de travail et des salaires. Ça, là, j'y peux rien, les textes sont formels. Provisoirement, on peut évidemment déroger, et pour cause, mais, et par exemple, dans les Grundrisse, c'est très bien expliqué par Marx, dès maintenant, par exemple, il y a des formes d'égalisation de la force de travail. Bon, autrement dit, le capitalisme se charge déjà du travail. Ce qui est vrai d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Hein. Quand on est passé dans les usines d'automobiles américaines, quand on est passé du Fordisme traditionnel au Toyotisme, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené les 140 qualifications qu'il y avait chez General Motors à une seule, avec égalité des salaires. Vous voyez? Comme quoi le capitalisme fait déjà le boulot, à sa façon, bien sûr, toujours. Hein? Mais, ben oui, vous voyez à quel point. Bon. Oui, excusez-moi. Bon.